Fidélité, bienvenue à l'édition du soir sur la télévision du Monde, une édition que nous ouvrons par cette actualité en rapport avec la politique et précisément le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Une fois encore, les militants de cette formation politique, notamment les femmes, ont pris d'assaut les rues du quartier Santa Barbara à Yaoundé, dans la capitale politique. Une manifestation qui vise visiblement à appeler à la libération sans condition du domicile du professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Elles se sont assises à même le sol et plus encore, ces femmes se sont dénudées pour exprimer leur ras-le-bol et pour appeler ainsi les autorités camerounaises à laisser libre cours au professeur Maurice Kamto, embastillé depuis plusieurs mois déjà à son domicile au lendemain des appels à manifestations publiques par ailleurs interdites par les autorités nationales, des manifestations entre autres qui visaient le chassement, il faut le rappeler, du président de la République, son Excellence Paul Biya. Par ailleurs, il faut également préciser que ces femmes ont chanté à tue-tête dans les artères de la ville de Yaoundé cette libération. Les éléments de force de maintien de l'ordre déployés pour l'occasion ont procédé à de nombreuses interpellations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais avant, je voudrais vous faire écouter cet appel de ces femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour la libération du professeur Maurice Kamto. Je rappelle que cette manifestation n'est pas la première menée par les militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette dernière s'était déjà rendue devant les locaux de la résidence du professeur Maurice Kamto au quartier Santa Barbara pour lui apporter des vivres. Cela avait abouti à un blocus des éléments de force de l'ordre et de sécurité. Ces femmes, une fois encore, étaient montées au créneau en se déshabillant devant ces éléments de force de l'ordre et de sécurité. Pour ce samedi, plusieurs de ces femmes ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité déployées aux alentours de la résidence du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, au quartier Santa Barbara, 7 à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Nous parlons de toute autre chose, toujours de politique, mais cette fois-ci du lancement effectif de la campagne en vue des élections régionales du 6 décembre 2020 prochain. Les candidats en liste, notamment les partis politiques et même les chefs traditionnels, sont d'ores et déjà en campagne pour ainsi obtenir la faveur des grands électeurs pour ce scrutin qui s'annonce être le tout premier en matière d'élection régionale, mais davantage qui permettra le parachèvement du processus de décentralisation. C'est un moment particulier que vit la scène politique camerounaise depuis ce samedi 21 novembre 2020 avec le lancement sur le territoire national de la campagne électorale dans la perspective des toutes premières élections régionales de l'histoire de notre pays prévues le dimanche 6 décembre 2020 prochain. Pendant 2 semaines, une dizaine de partis politiques vont essayer de conquérir les voix des 10 632 conseillers municipaux qui constituent le collège électoral de ce que l'on appelle à ce niveau les délégués départementaux, alors que les représentants du commandement traditionnel vont briguer les 200 sièges qui leur sont attribués dans les 10 conseils régionaux à raison de 20 par région. Un moment certes important qui n'enlève en rien que cette élection va se tenir dans un contexte de crise sanitaire que traverse le Cameroun comme bon nombre de pays dans le monde à raison de la pandémie Covid-19.
Ajoutons à cette crise sanitaire la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à une rébellion sécessionniste et séparatiste. Cette première élection régionale, conformément aux dispositions de la loi portant code électoral, a la particularité de mettre en scène deux collèges électoraux bien distincts. Cette élection au suffrage universel indirect ne va certainement pas mobiliser grand monde sur le terrain, mais n'enlève à rien qu'on assistera à des meetings des formations politiques en lice. Surtout que la principale stratégie mise en route par les formations politiques reste le porte-à-porte. L'on peut aussi saluer que la démocratie est véritablement en marche sur la scène politique nationale au regard de l'engagement des partis politiques qui ne sont pas seulement ceux qui comptent la majorité des électeurs dans les circonscriptions où ils sont en compétition. Et en attendant, le soir du 6 décembre 2020 prochain, les partis politiques rivalisent déjà de techniques et de moyens de communication sur le terrain au moment où s'ouvre véritablement la campagne électorale de cette première expérience des élections régionales au Cameroun. En économie, nous parlons du patriotisme économique en rapport avec la préparation du budget ou la loi de finances 2021. Les concertations d'orientation budgétaire menées à la fois par le ministère des Finances et le ministère de l'économie, de la planification d'aménagement du territoire ont opté pour le patriotisme économique, donc l'économie locale en priorité. Jean-Marie Onambélissi est consacré à ce reportage. Le gouvernement du Cameroun, pour l'année 2021, à travers sa loi de finances, met un accent sur le patriotisme économique. La loi de finances 2021 prévoit un soutien massif aux producteurs locaux à travers un train de défiscalisation de la production locale dans les secteurs tels que l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'industrie pharmaceutique, sans oublier le secteur minier. Cette même loi de finances prévoit l'exonération des droits d'assises prohibitifs sur d'autres produits pour en décourager l'importation. Cette loi de finances prévoit des mesures de contingentement et imposition de quotas d'importation. Bref, ces innovations fiscales décidées par le gouvernement sont de nature à décourager l'importation de certains produits denrées de première nécessité et favoriser l'éclosion de l'industrie locale. Ces mêmes mesures protègent le secteur économique national pour former des leaders. Une initiative qui entre en droite ligne avec des directives continentales et qui est bien accueillie par les experts et entrepreneurs. C'est une mesure pour lancer enfin cette programmation que vous devez faire du Cameroun dans les décennies à venir, l'usine de la nation. Donc si et seulement si ils implémentent ça et qu'ils nous donnent la possibilité de nous exprimer, je pense que nous avons beaucoup de projets pour notre pays. J'en ai assez là, même dans mon domaine, mais il faut juste qu'on nous accompagne. Un élan nationaliste lancé par le gouvernement qui trouvera sa réussite qu'à travers une adhésion des citoyens. Il va falloir l'accompagnement des hommes, que les Camerounais soutiennent le chef de l'État dans cette nouvelle opération, dans ce nouvel engagement, dans cet élan nouveau, à travers le changement de paradigme, de comportement nouveau. Il faut faire table rase sur les pratiques qui ont eu cours dans le passé, c'est-à-dire le népotisme, le favoritisme, la corruption et les détournements massifs des ressources nationales. Si nous faisons fi de toute cette mauvaise qualité qui ont plombé l'industrialisation, le développement économique de notre pays, je peux vous garantir que le rêve du chef de l'État sera une réalité avant même 2035. Avec cette initiative Cameroun First, notre pays s'engage véritablement vers l'émergence et la création des grands champions nationaux.
Précisons que ces concertations du ministère des Finances et du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire se sont tenues en marge des travaux de la session parlementaire du mois de novembre 2020. La dite session, qui s'est ouverte le 12 novembre 2020 dernier, va se poursuivre pendant un mois. Les députés et les sénateurs devront plancher sur la loi de finances 2021. Nous parlons de l'amélioration du cadre de vie des populations. Nous mettons le cap dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément à Bafoussam, une ville de Bafoussam qui est en pleine métamorphose à raison des projets mis en route par le gouvernement avec l'appui de la France à travers le C2D capitale régionale. Plusieurs routes ont été réhabilitées dans cette partie du triangle national. Seulement, le matériau et les techniques utilisées semblent frustrer les populations qui ne manquent pas de crier leur désarroi, et pour davantage sensibiliser ou mieux informer ces hommes et femmes de la région de l'Ouest et précisément de la ville de Bafoussam sur le bien fondé de cette nouvelle technique, la mairie de la ville s'est mise à contribution. Suivons plutôt ce reportage. Afin d'améliorer la mobilité urbaine et contribuer au désenclavement des quartiers de la ville de Bafoussam, 20 km de routes ont été réhabilités par loi de contournement du centre commercial et 11 km de voies de désenclavement des quartiers à habitat dense. La réalisation de ces 20 km de routes en béton compacté au rouleau, nouvelle technique de revêtement de la chaussée dont les agrégats sont le sable, le gravier, le ciment et l'eau, suscite beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes et de questionnements du côté des populations qui étaient jusqu'ici habituées au béton bitumineux, d'où les communications publiques dans 4 grands carrefours de la ville de Bafoussam sur le béton compacté au rouleau, faites par les responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, de la communauté urbaine de Bafoussam, de la cellule locale du programme CDD Capitale Régionale, ainsi que les responsables de l'entreprise adjudicateur et de la mission de contrôle. On appelle le BCR, le béton compacté au rouleau. Au cours de ces échanges avec les populations, des réponses appropriées ont été apportées aux préoccupations de celles-ci. L'on retiendra par exemple que cette technique innovante de revêtement de la chaussée est moins coûteuse que le bitume, facile à entretenir et a une durée de moins 15 ans si aucune action humaine ne provoque sa dégradation. La technologie a été choisie parce que elle coûte moins cher. Vous avez compris ce que l'inspecteur général du ministère a dit, elle coûte 20 fois moins cher que le bitume. Et pour les collectivités territoriales qui n'ont pas toujours les moyens, nous avons pensé que c'est la meilleure des technologies. Elle est moins chère et elle dure plus. La garantie est de 15 ans, sans qu'il y ait des interventions quelconques. Et tous les intrants sont trouvés localement. Le sable, le ciment, le gravier et l'eau. Elle est également bénéfique parce que l'un des inconvénients du bitume, c'est que la plupart de nos voitures sont vieilles. Lorsqu'elles gagnent, il y a toujours du carburant qui soigne et lorsque le carburant touche le bitume, il se gâte. Le maire de la ville de Bafoussam s'engage à veiller à son entretien et invite les populations à faire preuve de civisme afin d'assurer la durabilité de ces nouvelles infrastructures routières. Au-delà de tous ces avantages, il faut que les populations elles-mêmes protègent ces équipements, notamment en nous signalant le plus tôt possible lorsqu'il y a peut-être une dégradation due à une action humaine. Parce que nous savons que le BCR en lui-même, sans intervention humaine, peut durer 15 ans. Mais nous sommes conscients qu'une voiture peut tomber quelque part et du fait peut gratter ce béton. Si nous sommes informés le plus tôt possible, il y aura des réparations. Et elles vont coûter moins cher. On n'aura pas besoin d'attendre l'importation du sable pour réparer ces voies. L'apothéose de cette campagne de vulgarisation et de mobilisation citoyenne relative au béton compacté au rouleau a été la conférence publique dans la salle des conférences du gouvernorat en présence de l'inspecteur général en charge des questions techniques du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, suivi d'une descente sur le terrain pour la visite de quelques tronçons réalisés en BCR et autres réalisations du programme CDD Capitale Régionale dans la ville de Bafoussam, tels que les kiosques à eau, les toilettes publiques, latrines dans les établissements scolaires et la pose des candélabres solaires. Une amélioration
considérable des conditions de vie des populations dans la région de l'ouest du Cameroun et précisément dans le chef-lieu, la ville de Bafoussam, qui va par ailleurs accueillir une poule de la Coupe d'Afrique des Nations à l'horizon 2022, une véritable métamorphose donc qui va permettre à ces populations de mieux se déplacer dans cette partie du triangle national. Nous restons dans la région de l'Ouest, mais cette fois-ci nous mettons le cap dans les Bamboutos pour parler de la commune de Bacham. Donc le nouvel exécutif a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie très courue. À l'occasion, le préfet du département des Bamboutos a remis solennellement les écharpes tricolores, mais également des pins, consacrant ainsi l'effectivité de la fonction de ces nouveaux maires et adjoints de la commune de Bacham. Mais bien plus, il leur a été demandé d'œuvrer considérablement pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Reportage. Pierre Chinda est le nouveau maire de la commune de Bacham, dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. Pierre Chinda remplit donc pour un deuxième mandat à la tête de cet exécutif municipal qu'il connaît parfaitement bien, en leur remettant les clés de la mairie de Bacham et leur écharpe tricolore faisant d'eux des officiers d'état civil. Au cours de la cérémonie d'installation, le préfet du département des Bamboutos, le docteur Ewango Boudou NS, leur a recommandé de tout mettre en œuvre pour réaliser les projets promus aux populations dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que cette clé lui a été remise en 2007, mais il n'avait pas bien verrouillé sa porte. La clé a glissé, quelqu'un d'autre l'a repris, mais cette fois-ci, nous voyons qu'il va tenir cette clé dans le bon sens. Nous allons vous juger à l'œuvre. Située au flanc sud du département des Bamboutos, la commune de Bacham partage ses frontières avec la région du sud-ouest par le département du Lébialem et le nord-ouest par le département de la Mizam, deux régions empêtrées dans la crise dite anglophone. Il est donc question pour ces acteurs du développement d'œuvrer pour le vivre ensemble des populations et communautés à travers la mise en commun de l'hospitalité pour le développement de la commune de Bacham. Aujourd'hui, les maires ont, à travers cette vision de la décentralisation, beaucoup de latitude. Mais il faudrait qu'ils comprennent qu'ils font partie des maillons de démembrement de l'État. En tant que démembrement de l'État, tout cela doit procéder à une vision. La vision qui est à la tête, c'est-à-dire le président de la République, qui a cette vision et qui permet maintenant que tous les démembrements puissent concourir à l'accomplissement de cette vision pour que notre pays avance. Et c'est pourquoi on a laissé beaucoup de compétences, beaucoup de latitude aux maires, pour que ces maires accompagnent ce développement, mais sous le regard attentif de la tutelle, qui n'est pas une tutelle pesante, mais une tutelle de conseil, une tutelle d'accompagnement et une tutelle d'interpellation par rapport aux préoccupations des populations. Et en attendant de juger le maçon au pied du mur, les populations de Bacham ont accueilli dans la joie et la ferveur totale le nouvel exécutif municipal qui, pour l'occasion, a reçu de nombreux cadeaux. Nous parlons à présent de la lutte contre le VIH-Sida et précisément du mois consacré à cette lutte. C'est l'option prise par le gouvernement de la République. L'action a été lancée par le ministre de la Santé publique il y a quelques jours dans la capitale politique du Cameroun. Plusieurs autres ministères suivent le pas, notamment le ministère des Affaires sociales qui, pour donner une nouvelle vision et visibilité en matière de lutte contre le VIH-Sida au Cameroun, a mis à contribution les acteurs de la communication. Ces derniers ont été renforcés dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Reportage. Les personnes en situation de handicap ne sont pas toujours prises en compte lors de l'élaboration des messages de sensibilisation. L'étude intitulée Handicap et VIH, réalisée en 2015 par l'ANRS, le démontre à suffire. Et pourtant, elle constitue une frange importante de la population, environ 2 900 000. On n'a pas toujours des supports, des vidéos doublées ou bien sous-titrées ou doublées en langue des signes. On n'a pas toujours des supports en braille.
On n'a pas toujours, même du point de vue de l'image ou des représentations graphiques, des représentations qui font comprendre à la personne handicapée qu'elle est autant concernée que le reste de la communauté par ces questions-là. C'est donc un sous-groupe populationnel particulièrement vulnérable qui représente un risque plus élevé que les personnes valides de contracter la maladie. On voudrait que cette fois-ci, avec les communicateurs, qu'au lieu davantage de continuer à dire de venir couvrir les événements, qu'on soit sûr d'une chose, c'est que en leur sein, les organes de communication organisent cette communication et s'assurent qu'elle atteint véritablement les personnes handicapées. Parfois, avec toute la bonne volonté qui est la leur, ils n'ont pas toujours les outils appropriés pour ajuster ou bien pour adapter leur message au mode de communication de certains sous-groupes populationnels. Et du coup, on a des messages, on a des actions de communication de masse qui touchent certes beaucoup de Camerounais, mais qui n'atteignent pas des personnes qui, en raison d'un certain nombre de limitations ou bien d'une vulnérabilité initiale, se retrouvent particulièrement en danger en ce qui concerne le VIH-Sida. Le constat est clair, les personnes en situation de handicap n'ont pas toujours retenu l'attention des programmes de lutte contre le sida au Cameroun et les messages conçus ne leur sont pas toujours destinés. On a également dans ce sillage-là des perceptions qui perdurent, qui voudraient que la personne handicapée ne soit pas sexuellement active, qui voudraient que la personne handicapée ne soit pas si exposée que ça à la pandémie. Or, les chiffres, les statistiques, les études montrent que c'est le contraire. La plupart des personnes handicapées qui ont été interrogées dans le cadre d'Handi-VIH avaient une vie sexuelle, beaucoup sont mariés, beaucoup ont des enfants. Ça veut... Le MINAS vient ainsi de tirer la sonnette d'alarme en donnant les outils nécessaires aux hommes et femmes de médias pour qu'ils puissent atteindre cette cible dans ses spécificités, son mode de vie et surtout son mode de fonctionnement. Nous parlons à présent dans cette édition de l'information des pesticides, notamment de la mauvaise maîtrise et même du manque d'informations en rapport avec ces pesticides. Et pour mieux sensibiliser les populations, une mise à niveau a été organisée à cet effet. Les travaux de 2 jours ont regroupé agriculteurs, organisations agro-pastorales et experts phytosanitaires ainsi qu'environnementaux. Organisé par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, entendez FAO et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, cette concertation a visé mettre en place un plan national de gestion des emballages vides, des pesticides obsolètes. D'après les experts, 12 millions d'agriculteurs utilisent des pesticides au Cameroun. 100 tonnes de pesticides et de matières hautement contaminées ont été répertoriées sur le territoire national depuis 2015. Une quantité suffisante pour entamer l'éradication des emballages vides et des pesticides obsolètes. Sur le terrain, les agriculteurs réutilisent des emballages vides des pesticides pour continuer à produire. Du coup, il y a des intoxications qui sont faites. La concertation visait donc à penser développer des stratégies de gestion des emballages de pesticides obsolètes en sensibilisant les agriculteurs et les entreprises agricoles à faire fourrer ces emballages une fois utilisés. Le chef de brigade des inspections environnementales du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable indique qu'environ 3 tonnes d'emballages vides de pesticides ont été collectés dans le cadre de ce projet de 45 tonnes de pesticides obsolètes éliminés dans des grands bassins de production agricole de Garoua dans le nord et Loum littoral. Ils ont tous été collectés auprès de nombreuses coopératives et agriculteurs. Le projet poursuit le chef de brigade des inspections a pour objectif non seulement d'éliminer les pesticides obsolètes, mais de faire la restauration des sites contaminés. Un plan de mise en œuvre est en cours d'adoption par l'ensemble des parties pour éliminer complètement ces déchets au Cameroun. Et puis nous parlons de médiascopie, et notamment du 21 novembre. Chaque année, à cette date, la télévision est célébrée à travers le monde. Et ce soir, 21 novembre 2020, la télévision du monde célèbre la télévision à sa manière, occasion pour nous de revenir sur l'historique de cette journée et même de cette célébration, mais bien plus sur les objectifs de la télévision. Le reportage est signé Marie-Pax Toulou. Le 21 novembre est donc aussi l'occasion de rappeler l'importance de la liberté d'expression et la diversité culturelle dans les médias. Les séries télé sont les programmes, la VO2 ou vidéo à la demande qui a été multipliée par 10 entre 2005 et 2012 devrait poursuivre son ascension.
Elle devrait concerner près de 500 millions de foyers dans le monde en 2017, contre 350 millions en fin 2012, voire 8 ans plus tôt. Et aujourd'hui, il faut souligner que les chiffres ont été revus en double. Hors de nos frontières, nous parlons des conditions particulièrement difficiles pour ces réfugiés éthiopiens qui tout de même ont pu trouver de la place dans un camp au Soudan. Fuyant les combats dans la région du Tigré, des milliers d'Éthiopiens ont trouvé refuge dans ce camp soudanais situé près de la frontière. Les conditions de vie sont particulièrement difficiles et les réfugiés manquent de tout, nourriture, eau potable ou produits de base. Les gens veulent juste manger. Ils disent « Nous ne sommes pas morts à la guerre, mais est-il possible que nous mourions de faim ? Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. » Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune aide. Nous vivons avec la faim et la peur. Nous luttons aussi pour avoir de l'eau. Il n'y a personne pour nous donner l'eau et la nourriture dont nous avons besoin. Alors que les combats entre le gouvernement éthiopien et les autorités de la région dissidente du Tigré font rage depuis le 4 novembre, quelques 36 000 Éthiopiens ont déjà gagné le Soudan. L'ONU s'attend à ce que 200 000 personnes fuient dans les 6 prochains mois. Et puis toujours à l'international, nous parlons de la présidentielle au Burkina Faso, les dernières heures de la campagne électorale vue par nos confrères. Roch Marc Christian Kaboré fait office de favori pour le scrutin de dimanche. Pour son dernier meeting de campagne, le président sortant remplit le stade du 4 août de Ouagadougou. Il s'est dit confiant et serein. Edi Komboigo, lui, a choisi Zignaré dans la région du Plateau central, le fief de l'ancien président Blaise Compaoré, pour clore sa campagne. C'est hier jeudi que le leader du CDP, le Congrès pour la démocratie, a investi Ouagadougou et rassemblé ses partisans sur la symbolique place de la Nation. Il y a de cela 6 ans, des jeunes savamment manipulés sont venus sur cette place de la Nation pour réclamer le changement du pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir par la rue. Nous sommes revenus pour conquérir le pouvoir par les urnes. Le CDP avait été empêché de participer à la précédente présidentielle en 2015. Edi Komboigo fait cette année partie des 3 candidats favoris. Dernière prise de parole à Bobo Dioulasso, la capitale économique burkinabé, pour Zéphirin Diabré. Le chef de file de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, se présente pour la seconde fois à la magistrature suprême. Il était arrivé 2e en 2015. Il n'y avait pas meilleur endroit qu'ici pour terminer cette campagne pour le vrai changement. Parce que s'il y a un endroit au Burkina Faso qui veut le vrai changement, c'est bien ici. Zéphirin Diabré n'a pas réussi à fédérer l'opposition derrière son nom pour le scrutin de dimanche. L'enjeu pour lui est donc qu'il y ait un second tour. La campagne prend fin officiellement ce vendredi soir à minuit. La campagne a pris fin vendredi à raison de ce que le texte électif prévoit dans le Burkina Faso, mais il faut également le préciser, le premier tour de cette élection présidentielle a lieu ce dimanche du côté du Burkina Faso, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons toujours de l'international et notamment de cette convocation faite par Donald Trump à 2 élus de l'Arizona. On t'a vu, ce slogan et un cortège de manifestants pour accueillir 2 élus locaux du Michigan, Mike Cherky, leader républicain du Sénat, et Lee Chetfield, président de la Chambre des représentants, qui ont été tous 2 convoqués par Donald Trump. Mais alors que le président américain continue d'exiger un recomptage des voix dans cet État, les 2 hommes ont déclaré « Nous ne sommes pas au courant d'informations qui pourraient changer l'issue de l'élection dans le Michigan. Le processus de certification devrait se dérouler sans menace ni intimidation. » Un processus pour certifier les résultats dont la date limite est fixée lundi prochain.
La réunion entre les trois hommes a provoqué un tollé côté démocrate. Une tentative délibérée d'intimider les responsables locaux, selon Bob Bauer, avocat de l'équipe Biden. Le président et ses alliés déchirent le tissu de la démocratie de toutes les manières possibles, mais ce tissu tient bon. Même après la Géorgie, où le recomptage des bulletins a conforté la victoire de Joe Biden, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Les grandes sociétés pharmaceutiques ont dépensé des millions de dollars en publicité négative contre moi pendant la campagne. Je l'ai d'ailleurs gagné. Nous allons le découvrir. Une idée aussi soutenue et largement diffusée par l'un de ses défenseurs les plus farouches, son fils aîné, Donald Trump Jr., qui vient d'être placé en quarantaine après avoir été testé positif hier à la Covid-19. Madame, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon samedi à toutes et à tous. Au revoir.